Bienvenue sur Intensément, recherche et partage des informations les plus fiables possibles sur les HPI, haut potentiel intellectuel, et neuroatypie. Je suis Raph. Pif, mes amis IES, Désiré a un trouble du spectre autistique, TSA, autrefois appelé autisme dans toutes ses déclinaisons, Asperger, etc. Et Désiré est créatrice de contenu sur ce sujet et sur TikTok, ou alors sur TikTok et sur ce sujet, selon comment vous voulez. Ça pourrait être banal de nos jours, sauf que Désiré a été diagnostiqué à 47 ans. Et oui, après une longue vie d'errance diagnostique. Une de ces fameuses errances dont Intensément commence à se faire une spécialité, puisque c'est probablement maintenant le 10e épisode et témoignage consacré à ce douloureux sujet. Une épreuve qui a touché ou qui touche beaucoup d'entre vous, et bien entendu moi-même, puisque j'ai eu mon diagnostic de TDAH, trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, le bien mal nommé TDAH, vous allez me dire, à 53 ans. Comme beaucoup, Désiré a connu le fameux faux diagnostic de haut potentiel intellectuel, HPI, avec la spécialiste plus ou moins mal informée qui met tous ses malheurs sur le compte d'un haut quotient intellectuel. Mais ça aussi, c'était déjà sur le tard. Mais alors, comment passe-t-on toute sa vie avec un trouble autistique sans savoir qu'on l'a ? Comment on se voit, on s'imagine, comment on se cherche, comment on se trouve ? Et le bonheur enfin d'avoir une explication qui tient la route. Et je vous rappelle que cet épisode a été rendu possible grâce aux contributeuristes d'Intensément que je remercie du fond du cœur. Le financement participatif est ce qui permet à ce média et à mon travail de vivre. Et si Intensément vous apporte, vous aussi rejoignez la communauté toujours grandissante d'Intensément. Ponctuelles ou régulières, vos donations sont essentielles et vous recevrez des bonus inédits. Il y a un lien dans la description de cet épisode. Merci Intensément et bienvenue dans notre vaisseau spécial. Comment tout ça, Désiré, qui est franchement un sacré personnage à découvrir, va nous le raconter dans un épisode d'Intensément rempli de bonne humeur parce que Désiré, comme moi, comme vous, je l'espère, adore l'humour et l'esprit critique aussi. Et c'est peut-être mieux pour traverser certaines épreuves. Alors, warning de base, comme d'habitude dans ce genre de témoignage, ni Désiré ni moi-même ne sommes des professionnels de santé mentale, ne vous diagnostiquez pas à partir de ce témoignage. Si vous avez des suspicions, allez voir un ou une spécialiste qui sera le plus à même de vous donner des bons conseils et des bons renseignements sur ce que vous avez, encore que nous allons voir que c'est pas si évident que ça grâce au témoignage de Désiré. Rien n'est simple évidemment dans cette vie, tout est complexe. Tout de suite donc, Désiré ou la vie sans savoir. Bonne écoute et bonne visionnade. Première question que je pose à la gente féminine en ce moment, est-ce que vraiment il faut que je change de lunettes et que je prenne des lunettes rondes ? C'est ta tête, ton choix, voilà. Cette réponse de Normand. Alors, ça commence toujours par un grand rire. Désiré, bienvenue sur Intensément. Qui es-tu ? Peux-tu te présenter ? Alors, mon nom de scène, c'est Désiré. Mon nom à Nabil, je vais le garder pour moi. Sur les réseaux sociaux, je ne suis connue que sous ce nom, donc autant conserver la chose qui est connue. J'ai donc bientôt 50 ans. Personne ne s'attendait à ce que j'arrive aussi loin dans le parcours. J'ai, dans un passé pas si ancien, été dans l'informatique pendant plus de 20 ans. Au départ en tant que développeur, ensuite en tant que technicien de maintenance, puis en tant qu'ingénieur support. Et la santé s'étant largement dégradée, je suis désormais en invalidité en raison de mon autisme non détecté. D'accord. Ça va faire à peu près 2 ans et demi que j'anime une chaîne qui s'appelle Désirer un regard sur TikTok. Et nulle part ailleurs. J'arrive pas à me décider à trouver une autre plateforme. Si TikTok se casse la gueule, moi avec. J'ai une toute petite commu, je suis à 8005 abonnés, c'est pas... Ouf, elle est pas si petite que ça. Pour TikTok, c'est pas... Oui, c'est possible. En 3 ans, on est censé avoir fait beaucoup plus. Moi, j'arrive pas à m'y mettre sur TikTok. J'ai essayé, mais il y a un truc qui me bloque. C'est comme Instagram, il y a un truc qui me bloque. C'est l'environnement dans lequel je me sens le plus à l'aise. C'est très rapide. Tu prends ta caméra, tu dis 3 conneries, tu fais un petit peu propre en coupant les moments où tu as fait et hop, c'est parti. Contrairement à toi, j'ai pas besoin que ma vidéo soit scriptée.
Oui, Toi, tu fais peut-être. tes recherches, tu écris ton texte, tu enregistres, tu montes. Moi, c'est ah, j'ai une idée qui m'a traversé l'esprit, vite, 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 avant qu'elle m'échappe. Et si j'ai un nombre d'abonnés que je considère très modeste par rapport à l'environnement, c'est simplement parce que je ne fais pas des vidéos léchées, je ne fais pas des vidéos construites. Je suis complètement dans ce qu'on appelle l'autoréférence, c'est-à-dire que je parle de moi, mon sujet préféré dans l'univers. Donc, c'est les petits événements du quotidien, c'est les petites réflexions du jour sur l'autisme et le handicap, puisque je traîne d'autres handicaps en plus de l'autisme. Et du coup, ça répond à certaines personnes et elles sont pas assez nombreuses. C'est-à-dire que moi, je vais pas parler de l'autisme en général, comment l'autisme se manifeste chez les autistes. Moi, je parle de l'autisme chez les désirés. Et il s'avère que je fais partie des autistes très verbaux et qu'on a souvent tendance à considérer que l'autisme, c'est soit non-verbal, soit peu verbal. En l'occurrence, moi, je suis hyper verbale. Moi, si tu me lances, je m'arrête plus. Surtout si c'est sur un sujet que j'adore comme l'autisme. Donc, ma forme d'autisme n'est pas la forme d'autisme la plus commune, dans le sens où, déjà d'une, je suis hyper verbale. De deux, je fais partie de la communauté HPI. Donc, je suis Ben oui. dans une niche de la niche. Et à côté de ça, j'ai réussi à ne pas tomber dans le burn-out autistique avant mes 30 ans. Et ça, c'est pas courant. D'accord, je pensais que Voilà. c'était de plus en plus visible ce genre d'histoire de personnes qui avaient des burn-out et qui découvraient leur autisme à partir de là. Je l'ai découvert à partir d'un burn-out, mais à 47 ans. Ah oui, quand même. Oui, oui, quand même. Oui. C'est pour ça que le thème, c'était la vie sans savoir qu'on est autiste. Moi, j'ai Voilà. fait 47 ans sur 50 sans savoir. C'est un parcours hyper long et hyper compliqué et hyper douloureux aussi de vivre sans savoir pourquoi on n'est pas comme les autres. Et que quand tout le monde te dit t'es bizarre, t'es bizarre, t'es bizarre, et que personne ne t'intègre dans les groupes, que tu arrives à te reconnaître en personne, et que le jour où tu dis ah ben ça y est, je sais pourquoi, c'est parce que je suis autiste, et qu'on te dit ben non, pas toi. Toute ma vie, vous m'avez dit que j'étais différente et que j'étais bizarre, et maintenant que je sais pourquoi je le suis, vous me dites que c'est pas possible que ce soit ça. Excellent. Pardon, je dis excellent, mais ça doit pas être facile à vivre. Non, c'est assez pénible. Mais de la manière dont tu Oui. le dis, c'est excellent, effectivement. J'imagine très bien ce qui se passe. Ouais. Comme dit, ah mais t'as boité toute ta vie, c'est bizarre hein, quand même que tu boites. Ah ben après on te dit oui mais c'est parce que j'ai une bascule du bassin. Ah ben non, ça peut pas être ça. Ben, si, il y a une cause, il y a des conséquences, il y a peut-être une corrélation aussi. Voilà, bon voilà, j'ai arrêté de me fâcher. Non, mais c'est très bien, ça y est, on est lancé sur le sujet. La vie sans savoir, la vie avant. Alors, comment tu vois, c'est la présentation de notre enregistrement là. Qu'est-ce que tu as prévu, dans quel ordre les questions, toi? Parce qu'il y avait d'autres questions. J'ai fait mon travail d'autiste. Voilà, donc la première question que je dois te poser, c'est laquelle alors? Ou la deuxième? C'est toi qui me dis quelles questions je pose et moi je te les pose par rapport aux questions qu'on avait prévues Eh ben, avant. on va faire dans le chronologique. Vas-y, c'est Comment ça parti. s'est manifesté dans l'enfance et comment ça a pu Oui, passer sous les radars à cette période. exactement. Comment ça s'est passé pendant l'enfance et comment as-tu passé sous les radars pendant cette période? Alors, une des raisons pour lesquelles je suis passée sous les radars, c'est que je faisais preuve d'une très grande adaptabilité. Tu lis ça au HPI ou tu lis ça au fait que tu sois une Aujourd'hui, femme ou à tout les deux, et n'importe quoi? il y a plein de raisons. Il y avait ce HPI que je ne connaissais pas, hein, puisque moi je l'ai découvert à 44, 45 ans. Aussi. Il y avait le fait que j'étais quand même un enfant assez joyeux, qui recherchait le contact des autres et qui souffrait pas mal du fait qu'on dise oui, oui, c'est bien, c'est bien. Un peu envahissante la gamine. Parce que moi, qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais partager mes intérêts spécifiques, mais je savais pas que c'était ça à l'époque. Donc j'arrivais en disant t'as vu mes beaux dessins, t'as vu ce que je suis en train de lire, t'as vu mon dessin animé préféré. Lâche-nous la grappe. Sauf que je savais pas que c'était en lien avec l'autisme, tout ça. Moi, je pensais juste que j'étais une enfant qui cherchait de l'attention. Et une des choses que l'on peut aussi comprendre avec la rétrospective post-diag, c'est toutes ces difficultés que j'avais de relation avec les autres enfants à l'école. Et en dehors de l'école aussi, d'ailleurs. En particulier, le fait que les enfants ne me choisissaient pas. Ils venaient jamais vers moi en me disant « Viens avec nous, Désiré, viens, on va faire un jeu, viens, participe avec nous. » Jamais. C'était toujours moi qui voyais qu'ils étaient en train de faire quelque chose, qui avait l'air plaisant, et je me joignais à eux en disant « Je peux venir ?» Et bon, en général, ils n'osaient pas dire non.
Mais dès que l'opportunité se présentait de m'exclure, discrètement, j'étais exclue. Corde à sauter, élastique, tous les jeux des années 80, j'étais jamais invitée. T'as échappé au pire, j'aurais été contente d'avoir échappé aux cordes à sauter. Mais moi, je voulais être avec mes pairs. C'est intéressant parce que tu parles d'un truc que beaucoup de gens ne savent pas, peut-être pas chez les followers d'Intensément ou chez les tiens, mais à savoir qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que l'autisme ou les personnes sur le spectre autistique ne recherchent pas la compagnie des autres, ne recherchent pas le contact social et sont uniquement auto-centrés. Alors peut-être qu'en fait c'est une forme d'autocentrisme d'aller voir les autres et de leur parler de ton intérêt spécifique, mais il y a quand même cette recherche, cette envie de partager ça à l'autre. Oui, il y a un vrai désir d'aller vers l'autre, mais à force de se faire repousser ou que les personnes te montrent un manque total d'intérêt, tu finis par plus le faire. Il y a un moment où tu arrêtes d'y aller, tu en as marre de prendre des claques, quoi. Donc, beaucoup d'autistes arrêtent de rechercher le contact parce qu'ils en ont marre du rejet. Ce qui est amusant, c'est qu'il y a une étude qui montrait que si tu mettais un groupe de personnes non identifiées, il n'y a pas d'étiquette avec marqué je suis autiste, je suis NT. Si tu mettais des neurotypiques et des autistes dans la même pièce, les neurotypiques allaient se regrouper entre eux et les autistes entre eux. Et si tu ne mettais qu'un seul autiste, les neurotypiques allaient le rejeter. Ils n'allaient pas l'intégrer dans le groupe. Et c'est comme s'il y avait un détecteur automatique d'autistes chez les neurotypiques qui fait qu'ils ne viennent pas vers nous. Et si on va vers eux, ils vont nous accorder un temps minimum de politesse. Et ensuite, hop là, allez, dégage. Et alors, question, est-ce que l'inverse est possible? S'il y a un grand groupe d'autistes qui a un neurotypique, est-ce que le neurotypique est rejeté? Ça, c'est une question. C'était pas dans l'étude. C'était pas dans l'étude, évidemment. Alors donc, continue, tu étais très bien lancé. Moi, j'ai pas envie de t'arrêter, c'est très bien. Et on en était à la petite enfance. Ouais. Donc, vouloir partager avec les pairs et ne pas être sélectionné, retenu. Et du coup, ça amplifie le besoin de se réfugier dans les activités ressources que l'on appelle habituellement les intérêts spécifiques. Dans mon cas, c'était principalement les dessins animés, le dessin. Je créais de la BD. J'étais d'une imagination nullissime, mais je voulais absolument créer des BD. Et surtout, ne me baser sur aucun modèle existant. C'est-à-dire que je ne faisais pas de la copie, je faisais que de la création. Et quand j'étais lancée, c'était l'autoroute du kiff. Et il n'y avait pas de notion de fatigue, de faim, de temps. Le monde tournait autour de ma page de dessin et de mes crayons, etc. Et il fallait que mes parents interviennent pour qu'à un moment ou un autre, j'aille me coucher. Sauf que comme eux, ils voyaient ça comme une passion, donc un truc qu'on peut interrompre à tout moment sans qu'il y ait de conséquences, ils ne comprenaient pas pourquoi ça me mettait dans des états assez inconfortables à chaque fois qu'on me demandait d'arrêter. Parce que la différence entre la passion et l'intérêt spécifique, c'est le fait que l'un est une activité de loisir, de plaisir, qui n'est pas envahissante, normalement, quand elle est bien gérée. Mais dans l'autisme, l'intérêt spécifique a pour particularité d'être assez envahissant, mais surtout, il nous recharge les batteries. C'est-à-dire que si on est angoissé, si on est stressé, si on est fatigué, si on est désemparé ou quoi que ce soit, paf, on se met dans l'intérêt spécifique et tout à coup, on a la batterie qui se recharge. C'est un coin ressource, quoi. Complètement. Certaines de ces traits, certaines de ces attitudes, de ces comportements, ça peut ressembler aussi à ce qu'on retrouve chez le TDAH. Dans le TDAH, vous avez les hyperfocus, les hyperfixations, et elles vont être assez intenses mais assez courtes. C'est-à-dire, tu vas trouver un nouveau sujet qui est passionnant, ça va te jeter un bon coup de dopamine dans la face. Waouh, c'est génial, j'adore, regarde, je vais faire toutes les recherches possibles et imaginables sur le sujet jusqu'à ce que je sois satisfait. Et puis après, la dopamine, elle va chuter. Chez l'autiste, l'intérêt spécifique n'est pas lié à la dopamine. On n'est pas dans une recherche d'urgence. On n'est pas dans une recherche de plaisir intense. On est dans une recherche d'apaisement. Et donc toi, tu n'as pas été, entre guillemets, diagnostiqué TDAH en plus de TSA? J'ai les éléments communs aux deux, mais les éléments qui permettent de les différencier font que je n'ai pas de TDAH. Ah oui. Parmi les intérêts spécifiques, donc j'avais le dessin, les dessins animés et la musique. Voilà, et comme ce sont des intérêts spécifiques qui sont socialement très bien acceptés, ça posait problème à personne. Alors que j'aurais été à fond dans les dinosaures, les horaires de train, on se serait dit c'est étrange. C'est ce qu'on dit justement, c'est que chez les TSA filles,
les intérêts spécifiques sont plus communs entre les TSA filles et les filles de la population générale, qui sont neurotypiques. Et donc, on ne pense pas que la personne est autiste parce que c'est normal pour une petite fille d'avoir une passion pour les poupées, pour ci, pour ça. C'est ça. Moi, j'avais un jeu, un seul. Alors, peut-être que j'en avais d'autres, mais j'en ai aucun souvenir. Mais je sais que le jeu auquel je jouais tout le temps, c'était le moulin, la ferme et l'arbre magique, que je positionnais toujours exactement de la même manière. J'avais les animaux adultes et leurs bébés, et je les positionnais toujours exactement de la même manière, avec un alignement parfait, par espèce. Et les jeux d'alignement et de rangement sont typiquement autistiques. Les autres enfants, ils vont positionner leurs jouets et ensuite ils vont les utiliser, ils vont faire des histoires, ils vont faire interagir. Moi, il n'y avait pas d'interaction, c'était exclusivement un jeu de rangement et d'ordre. Et ma sœur, qui partageait la même chambre que moi, arrivait en disant « Eh, mais c'est aussi ma chambre !» Et elle balayait tout avec ses pieds. Et derrière, forcément, je faisais des meltdowns. Meltdown. Dans l'autisme, on a 2 types de crises. On a le meltdown et le shutdown. Le meltdown, c'est une explosion externe. Enfin, c'est déjà une grosse frustration interne, mais avec explosion externe, où on va crier, pleurer, se frapper parfois. Donc voilà, c'est quelque chose qui est vers l'extérieur. Alors que le shutdown, c'est quelque chose qui est plus vers l'intérieur. C'est un effondrement. Tout à coup, on n'est plus en capacité ni de parler, ni de bouger. Par contre, on continue à penser, et ce qui fait que les ruminations maintiennent l'état de shutdown. C'est pas agréable. Donc voilà, c'est les deux formes. Bon, ouais, là, c'est vraiment très simplement à expliquer. Hein, c'est beaucoup plus profond. Et à l'époque, quand tu avais ce genre de manifestation, personne ne pensait que c'était extrême. Ils pensaient que je faisais des caprices. Ah ben oui. J'étais une sale gosse. Et donc, j'avais appris qu'il était extrêmement dangereux de faire ces choses-là devant mes parents. Donc, je ne le faisais pas, parce que je me prenais des baffes. Ils pensaient que je faisais un caprice, donc ma punition. Sauf que c'était des meltdowns et ma sœur adorait m'en provoquer et elle avait des jeux très pervers où elle s'amusait à me pousser à bout jusqu'à ce que je me roule par terre en hurlant. Et là, elle considérait qu'elle avait gagné le jeu. Donc, tu avais la gestion de tout ça, parce que c'est vrai que en tant que personne qui a un TDAH, moi, dans ma tête, quand je dois piquer une crise, c'est super dur de me retenir. Même si dans ma tête, je me dis, non, c'est pas possible, il faut pas, les gens vont pas, ben, ça monte, et puis à un moment, ça explose. C'est pas possible de retenir ça. Mais toi, tu avais la gestion. Je l'avais parce qu'il y avait un danger extrême derrière. S'il n'y avait pas eu la menace parentale qui était plus grave que le meltdown lui-même, je pense que j'aurais pas réussi à gérer ça. Mais c'est venu sur le tard. Hein. Je vais pas dire que je faisais ça déjà à 5-6 ans. Hein. C'était beaucoup plus tard. Donc voilà. Et pendant mon enfance, en termes de gestion des relations sociales, je n'avais qu'une seule amitié à la fois. J'étais totalement incapable d'être dans des groupes comme la plupart des enfants. Ils ont 4-5 copains, ils jouent toujours tous les 4 ou 5 ensemble. Moi, je pouvais interagir qu'avec une seule personne à la fois. Et aujourd'hui, en tant qu'adulte, ça n'a toujours pas changé. Je suis totalement incapable de communiquer dans un groupe. Diable. Et un groupe, c'est à partir de 2 personnes en plus de moi. Mais tu parles même en termes de visio ou juste IRL, comme on dit chez nous? Alors, en visio, on est rarement plus de 2. Ben si, une visio Zoom ou une conférence Zoom. Ah oui, j'avais des réunions. Oh oui, mais c'est dans l'environnement professionnel, c'est pas pareil. Je sais quand est-ce que je dois parler, pas pareil. Est-ce que je dois me taire. L'interaction sociale naturelle, où on fait un ping-pong dans la conversation, l'un donne une info, l'autre y répond, etc. Ça, je sais pas faire. Moi, je vais faire de l'infodumping. Je vais prendre la parole et je vais plus la lâcher. Ben, j'ai aussi ça, hein, mais après c'est vrai que c'est intéressant pour moi. Ça fait maintenant presque 3 ans que je fais des comparaisons entre le TDAH et l'autisme, et je trouve ça vraiment super intéressant, sachant qu'il y a beaucoup de trucs qui s'overlappent. Comment on dit comment on dit, Madame, overlap? Oui, qui sont communes, qui peuvent être communes, mais qui sont pas les mêmes manifestations. C'est-à-dire que moi j'ai la même chose, mais c'est impulsivité, hyperactivité, donc blablabla. Bla, bla, bla. Oui. Moi j'avais 2 cas. Soit on était dans un groupe où on avait un sujet d'intérêt commun. Et dans ce cas-là, c'était facile parce qu'on allait parler exclusivement de ce sujet et j'allais pouvoir interagir de façon naturelle. Mais s'il n'y avait pas de sujet commun et que ça partait un peu dans tous les sens, tu sais, quand le groupe il est de plus de 5 ou 6 personnes et qu'il y a des sous-groupes qui se forment.
avec une conversation dans un groupe A, une autre conversation dans un groupe B, une autre conversation qui s'est formée dans le groupe C. Puis toi, tu es là, tu es au milieu entre les 3 groupes et tu arrives à en rejoindre aucun. Parce que tu as tendu l'oreille sur un, c'était pas intéressant. Tu as tendu l'oreille sur l'autre, mais tu arrives trop tard parce que la conversation elle avait déjà suffisamment avancé. Je commence à parler en mode robot, ça, c'est pas bon signe. Et la conversation a déjà suffisamment avancé et donc tu peux plus t'y intégrer sans avoir l'air d'être un pousse-toi là que je m'y mette. Et c'est extrêmement mal poli, ce qui fait qu'au bout d'un moment, tu te reprovis sur toi-même, tu te mets dans un coin, et puis il y a toujours quelqu'un pour dire ouais, ça va, tu passes une bonne soirée, t'as l'air de t'ennuyer, viens avec nous. Et là, t'as qu'une envie, c'est de fuir. Et c'est là que, quand je fais ma rétrospective, c'est à ce genre de comportement-là que je vois mon autisme avec une loupe grossissante. Il y a d'autres environnements où il était invisible. Comment tu le voyais à cette époque, cet état de fait? Est-ce que tu te voyais différente par rapport à ta famille, par rapport aux autres, ou comment tu te voyais? Quand j'étais au sein de ma famille extrêmement proche, donc père, mère, sœur, je ressentais pas cette différence. Parce que c'était notre mode de fonctionnement habituel, donc il y avait pour moi aucun questionnement. Par contre, dès qu'on faisait intervenir d'autres amis, enfin, qu'on faisait intervenir des amis de mes parents, d'autres membres de la famille un peu plus éloignés, avec qui je n'interagissais pas au quotidien, avec qui j'avais pas de code et de règles déjà bien établis, j'étais paumée. Et le pire, c'était quand je rentrais dans une nouvelle équipe au niveau professionnel, établir du lien avec les autres membres de l'équipe, c'était extrêmement compliqué. J'avais tendance à arriver en mode boulet, chien dans un jeu de quilles, tu vois, genre coucou, c'est moi, alors je m'appelle Désirée, et puis je suis comme tel âge, et puis j'ai fait telle formation, et puis j'ai tant d'expérience, et puis je connais déjà tout. Ta gueule. Vraiment. C'est pas le meilleur moyen pour intégrer un groupe, d'arriver en mode coucou me voilà, prendre tout l'espace. Non, mais c'est super intéressant parce que là, par exemple, je suis en train de regarder une série. Tiens, d'ailleurs, elle t'intéresserait peut-être. Ça s'appelle. Ça y est, j'ai perdu le nom d'ailleurs. Parce que tu sais, de nos jours, on prend une série, on la termine en 3 jours et on sait même plus comment elle s'appelait. Série très récente anglaise qui s'appelle. Oui, elle s'appelle Patience. Elle s'appelle Patience. C'est le nom de l'héroïne, qui est une autiste qui travaille pour la police, qui travaille dans les archives pour la police. Et donc, il y a cette image de l'autiste qui, dès qu'elle arrive dans un environnement nouveau, elle parle pas. Elle baisse la tête, elle n'ose pas regarder. J'avais tellement besoin d'attention, qu'on me porte de l'intérêt, que j'essayais de stimuler les gens, de leur donner envie d'aller vers moi. Mais ça avait un effet totalement contre-productif. Ils disaient, oh là, elle est relou, elle est envahissante, on va plus tard. Et plus tard, c'était jamais. C'est pas le trouble envahissant, comme on disait avant, c'est l'autisme envahissant pour les autres. Mais voilà, moi, je n'arrivais pas à interagir dans des groupes. Mais quand il y avait un groupe, j'essayais désespérément de l'intégrer. Mais toujours dans l'espoir d'être normal. C'est-à-dire que pour moi, n'avoir qu'un seul et unique ami, c'était pas normal. Parce que je voyais que les autres ados, les autres adultes, ils étaient dans des groupes de pairs. Ils étaient dans des groupes par intérêt. Il y avait les gens qui écoutaient du rap, il y avait ceux qui écoutaient du heavy metal, il y avait les grunge, et puis chacun se réunissait en fonction de son groupe d'appartenance. Il y avait ceux qui faisaient du jeu de rôle, etc. Et moi, j'appartenais à aucun groupe. Donc je cherchais cette appartenance et je la trouvais pas. Parce que je trouvais personne qui correspondait à mon profil, qui était un profil un peu éclectique. C'est super intéressant ce que tu dis. Parce que, vu que tu savais pas que tu étais autiste, et que on passe tous par ces phases, surtout quand on est ado, où on a un besoin d'identité, tu t'identifies à quoi? Tu interprétais ça comment? Tu disais, je suis une extraterrestre, je suis ci, je suis ça? Alors oui, alors à tel point que j'avais le nom de la planète et que je savais comment ça fonctionnait. Non mais vraiment. Donc je disais que je venais d'une planète qui s'appelait Evarus et que en fait j'étais venue sur Terre pour étudier les humains, que mon esprit incorporait un corps humain pendant la journée pour voir comment les humains fonctionnaient et que la nuit, pendant que mon corps humain se reposait, mon esprit intégrait mon vrai corps sur ma planète, que je faisais mon rapport au grand sage en lui disant voilà ce que j'ai appris sur les humains pendant la journée aujourd'hui. Et ensuite, je pouvais aller vaquer à mes occupations, voir ma vraie famille, mes vrais amis, etc. Diable, j'aurais jamais dû poser cette question. Justement, elle est super pertinente. Et ça m'a tenu quasiment jusqu'à l'âge adulte. D'accord. Diable, fichtre, diantre.
Alors, Ok. figure-toi que le jour où je suis rentrée dans l'ésotérisme, j'ai fait « Ah, mais voilà !» Et oui, parce que donc, comme beaucoup, tu t'es intéressé aussi à l'ésotérisme pour essayer de comprendre. Suis-je un enfant indigo? Suis-je une starfide? Suis-je folle? Et le diagnostic a répondu à cette question. Oui, mais Aucun des trois. l'ésotérisme, tu es rentré bien avant. Ouais, j'y suis rentrée vers l'âge de la trentaine. Donc, est-ce que ça répondait à tes questions quand même? Non. Non. Non, l'ésotérisme ne répond pas à des problématiques neurodéveloppementales, absolument pas. Oui, mais tu savais pas que c'était des problématiques Non. neurodéveloppementales. Mais aujourd'hui, quand j'en parle avec ma rétrospective. Donc aujourd'hui, je sais que l'ésotérisme ne répondait pas à mon questionnement, mais il m'apportait ce petit plaisir du moi, j'ai un petit truc en plus parce que moi, je peux faire des trucs que vous faites pas. Je vois ce que tu veux dire. Parce que depuis ces derniers temps, depuis que je collabore avec l'Université des hauts potentiels, je suis face à des élèves qui me parlent beaucoup justement d'énergie, d'ésotérisme et tout ça. Et pour eux, ça résout leurs problèmes, effectivement. Ah non, ça Pour eux, en résout tout rien cas. du tout. Ça te donne une identité. Tu n'es plus le mec chelou, t'es plus la nana relou, t'es la personne qui a des capacités ésotériques. Donc tu es au-dessus du petit peuple, du bas peuple qui, lui, n'a pas conscience de ses compétences spirituelles, etc. Ça donne une identité, rien de plus. Oui, mais encore faut-il que les autres l'acceptent, ton identité. Ils en ont rien à cirer. Et ce qui compte, c'est que eux-mêmes, en leur sport intérieur, ça résonne. Il faut que ça ait du sens pour eux. Ils s'en fichent que ça ait du sens pour les autres. C'est l'identité, on la forge pour soi, on la force pas pour les autres. Quand on adhère à une identité, on le fait pour soi. Si on le fait pour les autres, c'est qu'on a créé un faux self. Ça, c'est une phrase qui déchire. Et Alors, est-ce que, est-ce que, il faut que est-ce je qu'à un pose la moment, case parce que j'avais dit qu'il fallait que j'aborde le sujet des faux self, alors je vais coucher la case dans mon ah cahier. ben oui, oui, on va aborder le faux self, mais j'ai juste une petite question. Est-ce qu'à un moment, tu t'es intégré dans des groupes, des forums, où il y avait des personnes qui se sentaient de la même manière que toi? Alors, pas tout à fait. Moi, j'ai commencé les forums, oh là là, j'avais une trentaine d'années et j'allais sur des forums de personnes qui se trouvaient grosses et qui voulaient perdre du poids. Ah, c'est pas la même Et chose. j'avais trouvé un forum en particulier où c'était une approche douce et basée sur l'émotionnel, donc l'alimentation émotionnelle. Moi-même, j'avais eu des troubles du comportement alimentaire, ce qui est extrêmement fréquent dans le TSA. Donc j'avais été anorexique. Ensuite, j'ai été mangeuse compulsive et je suis restée depuis toujours une mangeuse émotionnelle. Donc ça n'a pas changé. Donc, ouais, donc mes premières approches avec le monde du forum, ça a été un forum de perte de poids via une approche émotionnelle de l'alimentation. Et là, je me suis sentie bien parce que c'était des gens qui parlaient de leur mal-être. Ils allaient tous mal et moi aussi. On avait un point commun. Mais j'ai lu des études qui montraient plus ou moins que les personnes qui ont un TSA sont plus nombreuses à être anorexiques que dans la population générale, en moyenne évidemment, hein, c'est léger, mais par contre qu'au niveau de la boulimie, mais c'est pas de la boulimie peut-être dont tu parlais, c'est plus côté TDAH. Mais c'est vrai que dans tous les cas, c'est ce qu'on appelle maintenant les troubles du comportement alimentaire et qu'il y en a pas mal dans le TSA et pas mal dans le TDAH aussi. Pour ma part, il n'y a jamais eu de boulimie. Il y a eu de temps en temps de l'alimentation compulsive qui était liée à un état émotionnel ponctuel. Mais j'ai jamais été ni dans la boulimie ni dans l'hyperphagie, j'ai jamais vomi, voilà quoi, jamais été dans les comportements de ce genre. Mais j'étais dans le contrôle de l'alimentation. Dans le TSA, on aime le contrôle. Oh oui. Ouais. Et ça faisait partie d'une des rares choses sur lesquelles j'avais le contrôle à cette époque, puisque on était au début de ma vie d'adulte qui rentre dans la vie professionnelle, qui a son premier appartement, qui a plus le contrôle sur rien. Et c'est là en fait que le TSA, on va dire, explose. Et c'est souvent à ce moment-là de la vie qu'il est détecté chez les femmes qui avaient un form masking, parce que tant que tu es dans l'enfance, que tu n'as pas de responsabilité, tu peux garder ton énergie à faire ton petit masking de base. Alors le masking et le masquage, donc masquer ses symptômes, masquer qui on est, c'est pas le faux self pour toi, c'est pas la même chose. Non, alors c'est deux sujets très différents. Alors, on va les aborder l'un après l'autre. Donc le masking, c'est le fait de faire en sorte de paraître le plus normal possible en société et que l'autisme ne soit pas visible. C'est vraiment un outil pour être intégré. Pour ma part, ça passait par le fait de ne pas stimer en public. Donc l'estime, ce sont des gestes
que l'on fait pour se réguler au niveau émotionnel. Là, on le voit pas parce que c'est en dehors de la caméra, mais depuis tout à l'heure, j'en fais plein. En particulier, le fait de jouer avec mes doigts comme ça, de les tordre, ça m'apaise. Parce que, évidemment, quand on est en interview, on est toujours un petit peu anxieux de dire la grosse bêtise qu'il fallait surtout pas dire. Et on veut donner une bonne image de soi. Donc, voilà. Donc, depuis tout à l'heure, j'ai un contrôle total sur tous mes mouvements, qu'ils soient les expressions faciales, les mouvements des mains, parce que moi, je suis du Sud. Hein. Je parle avec les mains. J'essaye de faire en sorte que mes mains, elles soient pas au milieu de la caméra, sinon on me voit plus. Mais il y a des fois, j'ai l'impression que j'ai 12 ans d'âge mental. Mais c'est pas grave. Donc, le masking, c'est ça. C'est essayer de faire en sorte que personne se rende compte qu'on est autiste. Chez certaines personnes, avec de bonnes compétences de masking, ça fonctionne. Ça a été mon cas. Même si je restais toujours la fille bizarre. Mais j'étais la fille moins bizarre que les autres filles bizarres. Et qui masquait moins bien. Et après, tu as le faux self, où là, c'est une personnalité que tu crées afin de pouvoir intégrer un groupe et d'y être accepté. Là, c'est vraiment l'étape du dessus. Non seulement dans le faux self, tu peux avoir du masking, mais vraiment, on essaye de créer un personnage. Et le problème du faux self, c'est que tu vas avoir un faux self par environnement. Tu vas en avoir un dans un groupe d'amis, un dans un groupe de travail, un dans un autre groupe d'activité. Et si jamais les personnes de ces différents groupes se retrouvent ensemble, tu adoptes lequel de tes faux self. Ah ouais, du coup, tu ne sais plus quelle est la personnalité que tu dois présenter, puisque c'est des groupes qui n'auraient jamais dû interagir ensemble. Et tu as inventé un personnage pour l'un, inventé un personnage pour l'autre, et ces deux personnages ne sont pas compatibles. Aucun d'eux n'est toi. Jusqu'au jour où tu prends conscience de l'existence de ces faux selfs. Moi, je l'ai découvert par la thérapie. Et le jour où tu découvres que tu as des faux selfs, c'est un travail de dingue de les déconstruire et de rechercher derrière tout ça qui est le vrai toi. Et est-ce que ce vrai toi va être accepté? Mystère. Alors en plus, si tu as un faux self dans un autogrill, ça fait un faux self dans un vrai self. Mais bon, voilà, je n'ai pas pu m'en empêcher. C'était compulsif. Voilà, tadak. Bravo. J'aimerais tellement être capable de faire ce genre de blague, mais j'en suis incapable, ça ne me vient pas. Ça n'existe pas dans ma tête à moi. Ah ouais. Mais j'avoue que celle-là, je ne l'ai jamais faite et merci de m'y avoir fait penser. Non, tu peux. Clap. Pardon. Une des choses qui me caractérise aussi dans l'interaction sociale, c'est cette incapacité à être force de proposition. Je n'ai jamais d'idée. Les seules idées que je peux avoir, ça va être reprendre l'idée qui a déjà été proposée et la pousser plus loin. Et ça m'a été reproché. Oui, tu t'attribues les idées des autres. Non. Je trouvais que c'était une bonne idée et je me suis dit qu'on pouvait encore l'améliorer. Mais je suis totalement capable de partir from scratch. Ça, je ne sais pas faire. Après, je ne sais pas si ça c'est lié au TSA, par contre. Je sais pas. Pour moi, c'est lié au fait que dans le TSA, l'imagination n'est pas aussi dense pour ce qui est de l'environnement social, j'entends. Après, pour ce qui est de l'environnement créatif, artistique, alors là, foison. Mais pour ce qui est de la résolution de problèmes, j'ai besoin de base. S'il n'y a pas déjà une base existante, je vais rester comme deux ronds de flanc devant en disant rond carré. Mais alors, comment dans ton analyse de tout ça et de toi-même, comment ça s'explique dans la création artistique? Parce que moi, je le comprends dans la création artistique par rapport au TDAH, pour le côté tchou. Mais voilà. Mais dans le TSA, tu l'expliquerais comment? Moi, je dirais que c'est un besoin d'évacuer des tensions internes liées à la frustration, à l'incompréhension de la part des gens dans l'environnement. Et donc, du coup, il faut évacuer ce trop-plein de rejet, d'inattention, de frustration. Et chez moi, le dessin en particulier, c'était vraiment ma bulle pour m'apaiser. On revient dans le principe de l'intérêt spécifique. Donc, la création, que ce soit écriture, musique, dessin ou autre forme d'expression artistique, c'est clairement ce besoin de se poser en dehors du monde pour se recentrer et s'apaiser. Très bien dit. On en est où dans ta liste des trucs à dire? Alors, on a parlé de l'autoréférence.
le fait de parler de soi. Alors, je vais juste reprendre un détail sur l'autoréférence, tu pourras toujours le remettre au début si tu veux. C'est dans l'autisme, on dit souvent que nous avons des problèmes pour reconnaître les émotions. On a souvent de l'alexithymie. Et quand une personne nous explique sa situation, un problème, un ressenti, on va avoir énormément de mal à rentrer en empathie telle qu'on l'attend. C'est-à-dire, oh mon pauvre, je suis tellement désolée de ce qui t'arrive, ça a l'air d'être tellement difficile. On ne saura pas faire comme ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va présenter une situation de notre vécu personnel qui y ressemble pour dire, je comprends ce que tu ressens parce que moi, j'ai vécu ça, qui est identique. Et donc, c'est la preuve que mon empathie est réelle et sincère. Or, les gens le perçoivent comme du nombrilisme et je ramène la couverture à moi. C'est ce qu'on appelle l'autoréférence. Je savais que les TSA, ils avaient justement... Alors, l'empathie peut être divisée en deux compartiments dans l'empathie, et même 3 quelquefois. Il y a l'empathie cognitive, qui est justement le fait de pouvoir reconnaître les émotions, et l'empathie affective, qui est le fait de pouvoir les ressentir. Le 3e, ça serait ce qui s'appelle l'empathie réactive, c'est-à-dire le fait de réagir à ça. Dans les TSA, il y en a qui disent déficit, mais il y en a qui n'aiment pas ce mot. Un problème au niveau de l'empathie cognitive. Voilà. C'est ça. L'alexithymie est quelque chose d'extrêmement présent chez les autistes. Voilà. L'incapacité à reconnaître ses propres émotions. Voilà. On a aussi l'incapacité de reconnaître celles des autres. C'est pas qu'on les ressent pas, c'est qu'on les reconnaît pas. Donc l'autoréférence permet de dire à l'autre, mon empathie est sincère, je reconnais ton émotion au travers de celle que j'ai vécue moi-même. Le problème étant, si jamais on n'a jamais vécu quelque chose de sensiblement identique, on n'a pas de point de référence interne et on est dans l'incapacité d'ensuite dire à l'autre « je comprends parce que ». Et du coup, souvent, d'ailleurs, on ne comprend pas. Dans mon cas, par exemple, j'ai jamais réellement vécu de deuil. J'ai perdu mon papa, mais j'ai pas eu les réactions attendues dans le deuil. J'ai pas eu de colère, j'ai pas eu de tristesse, j'ai pas pleuré. Voilà, c'est fait. Enfin, en même temps, dans la spiritualité, on sait que l'âme ne meurt pas, donc on s'en fout. Donc là, voilà. Donc l'alexithymie entraîne l'autoréférence ou inversement, je ne saurais dire. Peut-être qu'il n'y a même aucun lien entre les deux. Alors ensuite, là, tu en arrives à l'âge adulte. Ouais. On a parlé du masking, on a parlé du faux self, je coche. On a parlé du fait que j'étais plus ignorée que rejetée, mais rejetée quand même. On a parlé du fait que j'étais perçue comme différente, que j'avais des intérêts spécifiques. Hop, ça c'est fait. On a parlé de l'infodumping, cette magnifique capacité à transmettre le maximum d'informations sur un sujet précis, alors que la personne en face n'en a rien à cirer. C'est cette sensation qu'on n'aura pas le temps de tout dire et qu'il y a urgence à transmettre l'information avant que la personne ne se lasse et nous rejette ou avant qu'elle ne nous échappe. Eh ben là aussi, tu vois, je retrouve la même chose, moi, avec ce que je vis à travers le TDAH. Normalement, un échange normal de conversation, c'est interlocuteur 1 dit quelque chose, interlocuteur 2 répond, et puis s'il y en a un des deux qui a une info qu'il veut donner pendant que l'autre interlocuteur le parle, il doit se retenir, avec le risque que la conversation change d'orientation et que l'info ne soit plus pertinente. Et ça, dans le TSA et dans le TDAH, c'est infernal. On reste avec notre information bloquée là, en disant « j'ai pas pu le dire, j'ai pas pu le dire, j'ai pas pu le dire ». Moi, c'est pareil, exactement. Et après, je me perds dans la conversation parce que tu as exactement dit, tu as résumé le truc. Du coup, on n'écoute plus. Et on cherche le moment, on dit à quel moment est-ce que je vais pouvoir le caler trop tard. C'est fini, la conversation est terminée, on n'a pas pu caler l'info et on est resté avec. C'est extrêmement frustrant. Et ben ça, c'est pour les TSA parce que les TDAH, au bout d'un moment, ils la lâchent l'info, ils s'en foutent. Ouais. Et c'est mal vu. Et justement, il y a aussi du masking dans le TDAH puisqu'on le sait. Et on essaie de se retenir, évidemment. Donc, tu disais, pardon, je suis parti dans tous les sens avec ça. Ah oui, la dernière fois, on avait parlé du fait que j'avais fait pendant longtemps confusion entre l'autisme et la malvoyance. Ah oui. Et ça avait généré, c'était un des éléments du retard de diagnostic, avec un autre élément qui était les traumas. Parce que quand moi j'ai commencé à consulter un psychiatre pour la première fois, j'avais 21 ans, et il s'est focalisé exclusivement sur mes traumas. Et à aucun moment, il ne s'est dit, en plus du trauma, son fonctionnement cognitif montre que.
qui n'a rien dit. Donc moi, j'ai travaillé sur mes traumas avec ce premier psychiatre. J'en étais sortie, mais mes comportements bizarroïdes et rejetés par la société étaient toujours présents, donc je ne comprenais pas pourquoi. Et à 32-33 ans, j'ai repris une nouvelle thérapie pendant 3 ans. Et pendant 3 ans, j'ai travaillé sur ce que je croyais être mes difficultés liées au trauma, qui étaient en fait des difficultés liées au TSA. Et ce psychiatre-là ne m'a pas posé de diagnostic non plus. Alors peut-être que c'était la fameuse époque du « on ne veut pas vous mettre d'étiquette », et jamais personne ne m'a dit « vous souffrez du trouble de ci ou du trouble de ça ». J'ai même pas eu le droit, contrairement à beaucoup aux fameux « vous avez un trouble borderline, vous avez un trouble histrionique ou je ne sais quoi d'autre ». Souvent, les femmes autistes ont le droit d'abord à un mauvais diagnostic. Je n'ai même pas eu la malchance d'avoir cette erreur. Donc, je ne pouvais me rattacher à rien. Moi, on m'a jamais mis de nom sur ce que je vivais. Et du coup, j'ai continué à avancer en me disant, c'est les traumas, c'est les traumas. Donc, pour les comportements bizarroïdes, mais pour d'autres manifestations, je pensais que c'était lié à mon problème de vue. Parce que j'ai une rétinite pigmentaire, qui est une maladie génétique dégénérative de la vue, qui fait que, normalement, on est censé avoir les cônes et les bâtonnets, les cônes pour la couleur, les bâtonnets pour la lumière. J'ai un déficit en bâtonnets qui est tel que mon champ de vision est extrêmement restreint. Je ne vois que vraiment tout au centre. D'accord. C'est-à-dire que si je regarde mon écran de téléphone, je ne vois pas le reste de la pièce. Voilà. Et donc, il y avait certaines manifestations, comme la maladresse, qui en fait est de la dysproprioception, qui est une comorbidité extrêmement fréquente du TSA. J'avais la prosopagnosie, donc l'incapacité à reconnaître les visages, que je pensais liée aussi à mon problème de vue, pas du tout parce que je vois clair. Et donc, c'était bien encore une comorbidité du TSA, et so on, quoi. Du coup, à chaque fois, je trouvais des raisons, parce qu'il fallait qu'il y ait une logique. Je ne pouvais pas juste accepter que ce soit comme ça, puis c'est tout. Il fallait qu'il y ait une raison à tout ça. Sinon, tu te construis sur quoi? Des sables mouvants. Oui, c'est souvent ce que les gens ne comprennent pas, oui. Oui, c'est souvent ça. La recherche du diagnostic, c'est pas une recherche inutile. Voilà, c'est une recherche identitaire. Quand les gens nous disent « Ah, mais ça sert à rien, tu te colles juste une étiquette », non. C'est vraiment la phrase qui me rend chèvre. À partir du moment où tu as le bon diagnostic, parce que quand tu n'as pas le bon diagnostic, ça explique rien et du coup, tu ne peux pas construire. Mais à partir du moment où tu as le bon diagnostic et que ton cerveau fait « mais c'est bien sûr », et là, tu fais ta rétrospective et là, tu vires les sables mouvants et tu les remplaces par du béton armé et ça, c'est solide. Et à partir de là, tu peux reconstruire une identité, une vie. Alors qu'avant, tu es juste dans cette espèce de maison un peu brinque-ballante qui essaye tant bien que mal de survivre aux différents séismes, mais elle n'a pas les fondations suffisamment solides. Donc, tu te casses la gueule tout le temps et tu fais des burn-out, tu fais des dépressions et tu fais des TS. Parce que tu ne sais pas pourquoi tu fonctionnes comme ça. Et donc, on en arrive au moment où j'atteins le seuil, le climax de l'anxiété et de l'incapacité à vivre en société. Le burn-out autistique, qui se différencie du burn-out classique de par le fait qu'il n'est pas spécifique à l'environnement professionnel ou familial. Normalement, dans le burn-out, tu peux faire le burn-out parental, le burn-out familial, pour les aidants, par exemple. Tu peux avoir le burn-out professionnel, un excès d'activité, une densité de travail beaucoup trop intense. Dans le burn-out autistique, moi j'appelle ça le burn-out de la vie, c'est-à-dire que tu n'arrives plus à vivre dans l'environnement, même quand il a été adapté. C'est-à-dire que moi, on m'avait adapté mes horaires de travail, on m'avait interdit les heures sup pour que je me préserve. J'avais une pause pour faire la sieste. J'avais des horaires de trajet pour les jours où j'étais en présentiel qui étaient aménagés pour que je voyage en dehors des heures de pointe pour réduire les difficultés liées au transport en commun qui sont des difficultés sensorielles, parce qu'on n'en a pas parlé de ça. Mais tout ça sans diagnostic? Tout ça sans diagnostic. C'est pour ça que j'aime toujours mon entreprise, même si je suis obligée de la quitter. Ils ont vu que j'étais en souffrance et ils ont fait de leur mieux pour adapter mon environnement de manière à ce que je ne tombe pas dans le burn-out. Donc, ils ont vraiment été dans la prévention. Félicitations à cette entreprise, donc. Ouais, c'est assez exceptionnel dans le monde du travail, je te l'accorde.
de mon côté, j'ai fait la même chose dans ma vie privée, c'est-à-dire que je ne sortais plus, je n'avais plus du tout de vie sociale. De façon très exceptionnelle, je recevais quelqu'un en lui disant attention, on ne pourra pas passer plus d'1 heure ensemble parce que au-delà, je serai en saturation, je vais te faire un shutdown. Enfin, à l'époque, je l'appelais pas ça comme ça. Je vais tomber dans le mutisme, je serai plus capable de communiquer et il faudra que je fasse une sieste derrière pour récupérer. Et j'avais aussi remarqué que je souffrais énormément quand je traversais les environnements publics, en particulier quand il y avait des enfants qui criaient. Ça, c'était vraiment, pour moi, ça me mettait dans un état de crispation physique. C'était vraiment très, 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 très désagréable. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à utiliser le casque audio pour réduire l'environnement. Et il y avait aussi les supermarchés. J'ai arrêté d'aller au supermarché. Je ne pouvais plus rentrer dans un supermarché. Et c'était bien avant le Covid. Hein. Et donc, je n'allais que dans les petites surfaces, même si c'était plus cher. J'allais dans des supérettes pour réduire la fatigue liée à ces environnements qui, pour moi, sont l'antre du démon. C'est juste comme ça. Hein. T'as la lumière à fond, la musique d'ambiance, une quantité infinie d'informations visuelles entre les packaging, les logos, les affichettes, les têtes de gondole. Je peux pas. Voilà, ça y est, je suis partie en Steam. Ça, c'est moi. Le supermarché, c'est l'antre du diable. C'est pas. Calme-toi, Désiré. C'est pas possible. Je peux pas. Même rien que d'y penser, t'as vu l'état dans lequel ça me met. C'est pas. Non, je peux pas. Voilà. Donc j'ai fait le choix d'aller dans les supérettes parce qu'il y avait moins d'informations et que je pouvais tenir 15-20 minutes. Dans un hypermarché, je tiens 3 minutes. Et je faisais systématiquement des malaises, que ce soit dans les transports en commun ou dans les lieux publics. Et on me disait que c'était du malaise vagal. Et quand on m'emmenait à l'hôpital et qu'on vérifiait tous les éléments, le cœur fonctionnait bien, les poumons fonctionnaient bien, le système nerveux fonctionnait bien, il n'y avait aucune raison. Et mon médecin me disait, de toute façon, vous inquiétez pas, dans le malaise vagal, le seul risque, c'est la blessure lors de la chute. Sauf que moi, je le sentais arriver bien en amont, et donc j'avais le temps de trouver un lieu refuge pour m'asseoir et éviter le danger. Chose que normalement, tu n'as pas dans le malaise vagal. Ça, tu l'as dans le shutdown. Et personne n'a compris, alors que ça faisait 20 ans que je faisais des malaises, personne n'a compris que c'était du shutdown. Tout le monde me disait c'est du malaise vagal. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas les mêmes causes, ce ne sont pas les mêmes réactions et ce ne sont pas les mêmes conséquences. Donc voilà, donc moi j'étais arrivée à un point de saturation cognitive, sensorielle, sociale telle qu'il y a eu un matin où je n'ai pas pu me lever. Voilà. Il s'avère que ce matin-là, j'étais dans le sud de la France chez une amie qui me recevait et qui m'a dit quand tu retournes chez toi, tu ne reprends pas le travail, tu es en burn-out. Mais dans son esprit, elle, c'était le burn-out pro, classique, puisque le diag n'était pas là. Donc, quand je suis rentrée, j'ai eu l'excellente idée de ne pas aller chez mon médecin traitant, mais d'aller chez un psychiatre qui, dans sa fiche Doctolib, avait indiqué TSA. Parce que j'avais déjà une suspicion depuis plusieurs années. Comment cette suspicion est-elle apparue ? Comment se fait-il que tu aies pensé à ça ? Eh bien, il s'avère que c'est à l'époque où je prenais des cours pour utiliser la canne blanche, parce que je suis malvoyante, et que j'en avais un petit peu marre d'avoir des nions un peu partout à cause des poteaux. Donc, je suis allée prendre des cours pour utiliser la canne blanche, et la psychomotricienne me dit, je trouve chez vous qu'il y a quand même beaucoup d'anxiété. Vous devriez en parler avec la psychiatre de l'association. Ce que j'ai fait. J'ai donc rencontré la psychiatre de l'association qui, dans le déroulé de conversation, me glisse un petit, vous savez, quand on est dans la maladie chronique, il faut prendre en compte la fatigabilité. Je me dis, c'est quoi la fatigabilité ? Et donc, en rentrant chez moi, j'ai fait des recherches. Et en tapant fatigabilité, je suis tombée sur la théorie des cuillères, présentée par la fabuleuse Julie Dachet. C'est celle qui a écrit la fameuse BD « La différence invisible », qui a fait reconnaître auprès du grand public l'existence donc du trouble du spectre autistique chez les adultes sans qu'ils le sachent. Elle a découvert, elle avait 28 ans, je crois. À l'époque, j'avais 44 ans, je crois. Donc, je prends mon rendez-vous chez la psychiatre qui me parle de fatigabilité. Je rentre à la maison, je découvre la vidéo sur la théorie des cuillères par Julie Dachet
Et je trouve ça extrêmement intéressant. Comment gérer son énergie quand on est malade chronique ou handicapé. Ok, très bien. Mais je trouve surtout que Julie Daché parle extrêmement bien d'un sujet qui fait soudainement écho en moi, c'est qu'elle parle de son autisme. Quand elle explique la théorie des QR, elle l'explique au travers de son autisme. Elle se prend comme référence. Elle fait de l'autoréférence. Merveilleux n'est-il pas? J'ai fait la jonction. Donc, à l'issue de la visionnade de cette vidéo extrêmement intéressante, je me suis dit, je vais aller voir d'autres vidéos d'elle parce que j'aime bien sa façon d'expliquer les choses et voilà, j'ai envie de savoir ce qu'elle a d'autre à dire. Et dans les autres vidéos, elle parlait exclusivement du TSA. Et j'ai dit, mais pourquoi elle parle de moi? Pourquoi tout ce qu'elle décrit, c'est ce que je vis? Le masking, le faux self, la fatigue, les shutdowns, l'hypersensibilité sensorielle, mais les étiquettes de vêtements d'ailleurs depuis le début de cet enregistrement, ce que vous ne savez pas, c'est que je souffre le martyre à cause d'une étiquette dans mon pull et que je me retiens depuis tout à l'heure de l'arracher. Ah, désolé. J'y ai pas pensé avant, trop tard. Donc toutes les choses dont elle parlait dans ces vidéos ont fait un écho ultra puissant en moi. J'ai dit, mais c'est moi. Mais non, donc c'est pas les traumas, c'est pas la malvoyance, c'est pas les malaises vagales, c'est le TSA. C'est ça ma vie en vrai. Et donc là, j'ai pris contact avec le CRA de Versailles, qui était celui dont je dépendais géographiquement à l'époque, qui m'a envoyé un document que l'on doit faire remplir par un parent ou un proche, etc. Et après, il y a aussi une autre avec des informations que l'on doit donner de soi. Je renvoie, et ils me disent, oui, vous répondez aux critères des personnes qu'on reçoit, on vous contactera quand on aura une place. Bon, jamais rappelé. Ça, c'est une autre histoire. Ah ouais, Centre ressources autisme. Donc, voyant que le CRA ne me rappelait pas, je me suis dit, bon, bah, je vais explorer d'autres pistes en attendant. Et c'est là que j'ai passé mon VICE. Et c'est là qu'on a fait la détection du HPI. Et donc, le jour de la remise des conclusions, je demande à la psychologue, et selon vous, est-ce qu'il serait possible que je sois autiste en plus d'eux? Elle me dit, oh, non, il n'y a pas du tout d'éléments qui mènent vers le... Enfin, il n'y a pas d'autisme chez vous, madame. Voilà. Point, au revoir, merci beaucoup. Et donc, je dis, ok, donc, puisque la psychologue, qui est une spécialiste, me dit, tu n'es pas autiste, je me dis, peut-être me suis-je fourvoyée. Peut-être que tout ne découle que de ce HPI, le fameux HPI pathos, qui consisterait à souffrir de sa supériorité intellectuelle, chose dans laquelle je n'ai jamais cru, puisque moi, j'ai toujours cru que j'étais stupide. J'arrivais pas à faire les choses que les autres arrivaient à faire. Donc, comment on pourrait envisager une seule seconde que cette personne qui n'est pas capable de faire les choses du quotidien comme les autres soit intellectuellement supérieure à eux? Pas possible. Moi, j'étais forcément teubée. Je ne pouvais pas être HPI. C'était pas possible. Et donc, quand elle m'a remis les conclusions, j'ai dit non, ben non, pas moi. Elle me dit, bah si. Je dis, mais non, il y a une erreur, madame. Elle me dit, bah non, je vous assure, vous êtes à 134. Je dis, non, pas possible. Moi, je suis teubée, madame. Moi, j'arrive pas à faire les choses du quotidien, j'arrive pas à vivre comme les autres, donc ça peut pas être bon. Votre résultat, il est faux. Et elle, de son côté, elle te l'expliquait uniquement à travers le HPI, tes problèmes, ou alors à travers tes traumatismes et tes problèmes principalement au travers du HPI et de l'anxiété. Ah, c'est dingue, ça. À tel point que pendant l'anamnèse, j'ai dû la couper. C'est-à-dire que je racontais mon histoire, et elle me dit « Ah, ça, c'est typique. Ah, ça, c'est typique. Ah, ça, c'est typiquement HPI. » Et à un moment, j'ai dit « Non, est-ce qu'on pourrait faire comme si le diag n'était pas posé ?» Elle me dit « Oui, pardon. Ça, c'est mon enthousiasme. » Je dis « Non, là, dans ma tête, je me disais tu peux pas donner un avis tant que les tests n'ont pas été passés. C'est pas possible. » C'est dingue le nombre de professionnels qui sont portés vers ces idées fausses. C'est vraiment. Alors là, moi, ça me perturbe à chaque fois. Ils ont un bac+5, quoi. Dans le domaine, ils sont spécialistes et ils continuent à faire de la formation tout au long de la vie. Donc, je ne comprends pas comment ils peuvent rentrer les deux pieds dans ce genre de croyances. Moi, ça me dépasse. Donc, elle me dit, vous n'êtes pas autiste. Moi, je la crois. Donc, je commence ma rétrospective par le prisme du HPI. Ça explique rien du tout, mais vraiment rien du tout. Je continue ma lente descente aux enfers vers le burn-out. Je passais mon temps à faire 3 à 4 mois, parfois 6 mois d'activité normale, avec une activité professionnelle, puis derrière 3 mois d'arrêt maladie, pour reprendre pendant 6-7 mois max, pour refaire 3-4 mois d'arrêt maladie. Donc c'était burn-in, pause, jusqu'au jour où j'ai fait burn-out.
parce que il y avait plus de ressources, quoi. La machine était vidée. Et donc ça, c'était en 2022, le burn-out de sa mort. Et c'est là que je me suis dit, bon, puisque j'ai cette suspicion TSA qui traîne déjà depuis 3 ans, que le CRA ne m'a jamais rappelé, que le HPI n'explique rien, allons voir un psychiatre qui est compétent dans le TSA, voir ce qu'il en pense. Donc je me suis présentée chez ce fabuleux docteur, tout un poème à lui seul, hein, je raconterai à l'occasion. Il me dit, qu'est-ce qui vous amène chez moi? Je lui réponds, je suis à bout, je n'en peux plus, je n'y arrive plus. Je donne aucune piste, parce que je ne veux pas influencer son diagnostic. Ok, là il me pose une série de questions extrêmement anodines sur la vie au quotidien avec mes proches, mes amis, le travail, la vie sociale, etc. Et là, il écrit un petit truc sur un cahier, il déchire la page, il me le tend, il me dit, vous allez lire ce livre. Et ce livre, c'était L'autisme au féminin. Alors d'ailleurs, c'est pas ce titre-là, mais c'est parce que je veux pas dire le nom de Voldemort. Donc, l'Asperger au féminin. Et je m'effondre en larmes. Et il me dit, j'espère au moins que ce sont des larmes de joie. Je dis, oui, ça fait 3 ans que je soupçonne l'autisme, et tout le monde me dit que non. Et il me regarde, il fait, si, hein. Pour lui, c'était tellement évident, mais tellement visible. C'était comme si c'était marqué en gros et en clignotant sur mon front, quoi. Et je dis, ok, très bien, dans ce cas, je vais aller passer le bilan chez le neuropsy. Il me dit, mais pourquoi faire? Je dis, pour être sûr. Il me dit, mais moi, je suis sûr. Il vous faut un papier sur lequel c'est marqué que je suis sûr? Je dis, non, il me faut des preuves. Il dit, c'est bien un truc d'autiste, ça, de vouloir des preuves. Non, mais c'est là où, quand même, on est complètement embrouillé. Moi, je suis complètement embrouillé parce que souvent, effectivement, il y a des personnes qui ont plus ou moins le même parcours de vie que toi au niveau de leur errance diagnostique. Quel spécialiste croire, puisqu'il y en a un ou une qui dit ça, un ou une qui dit ça, un autre qui dit ça. Moi, j'ai eu la réponse à cette question. Ah, vas-y, envoie tout. Il y a vraiment une sensation de « mais c'est bien sûr, mon cher Watson, le jour où on te donne le bon diagnostic, tu ne doutes plus. » Tu vas rigoler, excuse-moi de te couper, mais c'est exactement ça que j'ai ressenti avec le TDAH. C'est-à-dire que tout le long de ma vie, quand on me disait vous êtes anxieux, les tocs, les machins, tout ça, bon, d'accord, mais bon, il manque un truc. À partir du moment où j'ai été identifié HPI, j'ai cru pendant l'espace de 1 semaine que c'était ça qui réglait tout, mais bon, voilà. Puis après, je me suis rapidement rendu compte de toutes les fausses idées et de tous les stéréotypes faussés qui traînaient. Et avec le TDAH, je me suis dit, voilà, c'est ça, en fait. Ça colle trop bien, en fait. Ça, mon cerveau, il dit, OK. Ouais. Si on m'avait dit, vous êtes borderline, vous êtes bipolaire, j'aurais dit, non, j'ai pas les phases ceci, j'ai pas les phases cela, j'ai pas les comportements de mise en danger, j'ai pas, voilà, ça répondait pas. Alors que quand on m'a dit, vous êtes autiste, j'ai dit, oui, ça répond. Ça, les critères, ça rentre dans les carrés rentrent dans les trous carrés et les ronds rentrent dans les ronds. On n'est plus en train d'essayer de me mettre un carré dans un rond. Là, ça s'emboîte. Là, ça Exactement. a du sens. Et à partir de là, tout mon masking il s'est cassé la gueule. Mon steaming a explosé et j'ai enfin découvert qui j'étais. La vraie désirée qui était cachée derrière tous les outils d'acceptation sociale s'est enfin révélée. Mais en fait, il y a toute cette phase, et je l'ai vu chez d'autres youtubeurs qui expliquaient ça, il y a toute cette phase où enfin on sait qui on est et on n'a pas à se cacher, on n'a plus à se cacher, et surtout on laisse s'exprimer nos comportements et nos symptômes, nos steaming, puisque le steaming ça se retrouve aussi chez le TDAH. Chez moi, ça a commencé par une phase de burn-out autistique, donc j'ai fait un état d'épuisement extrêmement intense. Pendant 3 mois, j'ai fait que dormir. Voilà, un zombie, mais vraiment. Et ensuite, j'ai commencé à récupérer un petit peu, et c'est là que j'ai ressenti à quel point le soutien d'une communauté de pairs était puissant. Parce que comme j'étais déjà présente sur TikTok avant le diag, ils m'ont vu évoluer jusqu'au burn-out, ils m'ont vu passer mon diagnostic, ils m'ont vu avoir la confirmation et ils m'ont vu progressivement me reconstruire. Ça a incité pas mal de gens
qui étaient dans les mêmes conditions que moi à se lancer à leur tour. Ça les a rassurés sur le fait que le diagnostic n'est pas juste une étiquette qu'on te colle sur le front et tu te démerdes avec. Il y a un vrai processus derrière de reconstruction qui n'est pas facile, on va pas se mentir. Pour ma part, il y a eu tellement d'impact pré-diag, hein, la vie a été tellement dure avec moi en lien avec l'absence en raison de l'absence de diagnostic, que j'ai atteint un seuil de non-retour. C'est-à-dire que normalement, après le burn-out, tu es censé avoir ta période de convalescence au cours de laquelle tu perds tes capacités, mais petit à petit, tu les récupères et tu peux revenir à un état quasi égal à l'état initial. Enfin, qui précédait le crash. Dans mon cas, la durée de souffrance a été si longue que mon cerveau n'est plus capable de revenir à l'état initial. Il y a eu trop d'impact dessus. Alors, j'ai écouté une vidéo dans laquelle on parlait du fait que lorsque l'on apprend une compétence dans un environnement donné avec un climat particulier, les connexions neuronales, machin, elles se forment d'une certaine façon, ce qui fait que la compétence, quand elle sera de nouveau nécessaire, va s'exprimer de la façon dans laquelle elle a été créée à l'origine. Et quand on obtient son diagnostic, on doit entièrement se recabler, puisqu'on découvre que la façon dont on a acquis ces compétences n'est pas adaptée. Et on appelle ça le rewiring, le recablage. Et pour expliquer le recablage à mes abonnés, je leur avais fait la métaphore de l'ordinateur. Je leur ai dit, voilà, vous avez votre OS qui tourne habituellement, et là, vous avez un crash. Ça ne fonctionne plus. Donc, vous devez télécharger les mises à jour, les installer, et ensuite seulement vous serez en capacité de réutiliser votre matériel. La période de burn-out et la reconstruction post-burn-out, c'est la période de téléchargement des fichiers et d'installation. Et pendant ce temps-là, tu n'as pas accès à tes habilités sociales, tu n'as pas accès à tes compétences intellectuelles, cognitives, tu es un zombie. Ta machine, elle est éteinte. Enfin, elle n'est pas éteinte, elle a des programmes qui tournent en tâche de fond et qui t'empêchent d'avoir suffisamment de CPU pour pouvoir faire tourner les tâches courantes. D'où cette sensation d'incompétence soudaine que ressentent la plupart des autistes qui vivent le burn-out autistique. Ils ont vraiment le sentiment qu'ils ne sont plus capables de rien. Et en post-diac, on a le même sentiment. Parce qu'on doit télécharger les nouveaux logiciels, les installer et apprendre en plus à les utiliser correctement. Donc ne plus être dans le masking, ne plus être dans le faux self, ne plus s'interdire le steaming, faire valoir ses droits aussi. Et obliger son entourage à accepter que désormais, on ne fera plus les efforts monstrueusement coûteux qu'on faisait avant. Parce que tu as souvent la phrase du « mais avant, tu y arrivais, depuis que tu as ton diagnostic, tu n'y arrives plus. » Je suis fatiguée. Vraiment, j'ai plus envie. J'ai plus envie de faire les efforts que vous me demandiez avant. Donc aujourd'hui, c'est à vous de les faire, les efforts. On va couper la poire en deux. Je vais aller jusque là où je peux et je vous demanderai à vous de compléter jusque là où vous avez besoin. Ça, c'est un point de discussion chez beaucoup de personnes, savoir si ensuite les personnes, après leur diagnostic, elles imposent pas leur diagnostic aux autres. Mais c'est vrai que, comme tu dis, il faut peut-être couper la poire en deux, proposer que chacun s'adapte plus ou moins à l'autre. Si je me permettre, on n'impose pas notre diagnostic aux autres. On leur impose d'accepter qu'on ne fera plus les efforts monstrueux qu'on faisait avant le diagnostic. C'est-à-dire qu'on leur demande d'accepter que l'on soit nous-mêmes, naturellement, sans effort, coûteux et épuisant, qui mène au shutdown, au meltdown et au burn-out. On leur demande d'accepter de ne pas nous faire souffrir plus que nécessaire. Eh bien, dis donc, il faudrait que tu sois porte-parole du mouvement des TSA libres. Tu en es où, toi, dans ta liste? On est arrivé à aujourd'hui. Ouais. Donc, aujourd'hui, on en est arrivé au point où les impacts
de cette absence de diagnostic me rendent incapable d'avoir une activité professionnelle. Je suis arrivée à ce point de fatigue mentale, cognitive, où je ne suis plus capable de gérer le sensoriel, je ne suis plus capable de gérer la communication avec des collaborateurs ou avec des clients. Si je travaille ne serait-ce que 3 heures par jour, il me faut derrière 2 heures, voire plus de sieste pour être semi-fonctionnelle dans ma soirée et être en capacité ne serait-ce que de me nourrir. Donc voilà, on a décidé avec la CPAM qu'on allait arrêter les conneries, qu'on me passait en invalidité de catégorie 2, de manière à ce que je puisse conserver le peu d'énergie dont je dispose pour uniquement prendre soin de moi et ne plus avoir à subir les effondrements, les épuisements provoqués par l'environnement professionnel. C'est malheureux et tu viens d'utiliser une phrase que j'avais pas réussi à formuler pour mon propre cas, parce que je vois à chaque fois des similitudes entre ton cas et le mien, et c'est terrible, mais tu l'as résumé dans une bonne formule en fait. Donc je te remercie. On a une capacité d'investissement et de concentration qui est très limitée dans le temps. Donc soit on fractionne, j'accorde tant de temps à l'activité, je fais une longue pause, j'accorde à nouveau tant de temps à l'activité, soit on la fait d'un coup et derrière on prend la grosse pause. Et le monde professionnel, c'est ça qu'il nous impose. Il nous impose de faire l'intégralité de l'activité avant d'avoir le droit à la pause. Et vu l'état dans lequel je suis plus capable de ça. Donner un exemple extrêmement simple, bateau couillon, qui s'est produit cette semaine quand je suis allée au laboratoire d'analyse médicale. J'ai pris le bus, et vraiment, c'est pas loin de chez moi, hein. C'est même pas 10 minutes de bus. Hein. Je suis arrivée en shutdown au laboratoire, et pour pouvoir me présenter, j'ai dû sortir mes cartes de communication, qui sont un des outils d'adaptation que j'ai adopté, pour pouvoir dire à la personne, je suis en mutisme sélectif, je ne suis plus en capacité de communiquer avec vous, posez-moi uniquement des questions dont la réponse est oui ou non. Donc on en arrive là pour 10 minutes de bus. On n'a pas l'énergie. On a le choix entre accorder cette énergie à des tiers et après, elle est plus disponible pour nous, ou la garder pour nous et réussir à faire les tâches du quotidien. Il y a des jours où je dois réfléchir entre manger ou me laver. Ouais, je comprends. Faire mon lit, c'est exceptionnel. Hein. Et en plus, moi, en tant que TSA, j'aime bien avoir mes choses qui se font dans le même ordre, avec la petite routine machin. Et dans la routine du faire le lit, il y a passer la brosse pour retirer les poils de chat. Donc, si j'ai pas l'énergie de passer la brosse, je vais pas commencer l'activité faire le lit. Ben oui. Parce que sinon, elle sera incomplète. Donc, je préfère ne pas faire le lit du tout, plutôt que de tirer simplement les draps sans passer la brosse, sans mettre le dessus de lit, sans placer les coussins correctement avec la bonne esthétique. Diablerie. C'est d'ailleurs tout l'objet de la fameuse théorie des cuillères, qui est à quoi vais-je accorder mon énergie du jour? Et c'est un arbitrage quotidien et voire constant pour traiter les priorités et décider qui sera au top priorité et ensuite descendre dans la liste des priorités jusqu'à arriver à celles qui deviennent non essentielles, facultatives et de se dire ouf, c'est bon, j'ai fait tout le reste. Alors, par quoi allons-nous conclure C'est clair. Pour conclure, je dirais, si quelqu'un a la délicieuse idée de vous dire t'as pas besoin d'un diagnostic, ce serait te coller une étiquette, collez-lui un pain. Voilà. Ce sera ça ma conclusion. Un pain au raisin, parce que le pain au raisin, c'est celui qui colle le mieux, en fait. Bon, c'est pas du tout à celui-là. Mais bon, étant donné que je suis intolérante au gluten, je proposerais donc de leur balancer un pain sans gluten. Pain au maïs, au raisin. Voilà. Oh, donc, ouais, donc, bon, plus sérieusement, le diagnostic, peu importe l'âge, de la petite enfance jusqu'à l'âge très adulte, voire même au-delà des 60 ans, est indispensable pour la reconstruction et pour soigner ces plaies de toutes ces années de rejet, d'incompréhension. Et si je l'avais pas eu, je serais plus là.
Un énorme merci à Désiré pour son témoignage. Je vous conseille d'aller voir ses vidéos TikTok. Si j'avais su que j'allais un jour conseiller TikTok, moi qui rêvais de passer sur France Culture. Anyway, si cet épisode vous a apporté quelque chose, de la connaissance ou de la matière à penser, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à faire les gestes qui aident pour Intensément, qui en a bien besoin, et je vous en remercie intensément. Bienvenue dans notre vaisseau spécial. Intensément, c'est le podcast Divergent. Intensément, c'est le show potentiel. Chaud, 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 et sportez-vous bien.